Le silence qui enveloppe le bureau d'Alex Lévy n'a rien d'ordinaire ce matin-là, comme si l'air lui-même portait le poids d'une vérité prête à éclater, suspendue entre le doute et la certitude, entre ce que l'on croit voir et ce que l'on refuse encore d'accepter. Assis face à son écran, Alex laisse son regard dériver sur les lignes froides de sa messagerie, sans vraiment chercher quelque chose de précis, jusqu'à ce qu'un message attire son attention, presque malgré lui, comme un pressentiment sourd qui s'impose sans prévenir. Le fichier joint semble anodin au premier abord, mais quelque chose dans l'expéditeur, dans l'absence d'explication, dans cette manière brutale de livrer une pièce aussi sensible, suffit à éveiller en lui une méfiance immédiate. Pourtant, il clique, et en quelques secondes, le monde bascule imperceptiblement autour de lui. Sur l'écran, le visage de Jeanne Beaulieu apparaît, fatigué, marqué, mais étrangement déterminé. Sa voix, tremblante mais claire, fend le silence du bureau avec une intensité presque irréelle. Elle parle d'Henri, elle parle d'une dispute, elle parle d'un geste, et surtout, elle parle d'une chute. Une chute qui n'a rien d'un accident banal dans la manière dont elle la décrit, une chute qui porte en elle le poids d'un aveu que personne n'attendait. Alex reste figé, incapable d'interrompre la vidéo, comme si chaque mot prononcé l'enchaînait un peu plus à cette réalité qu'il n'est pas encore prêt à accepter pleinement. Car derrière cet aveu, une question s'impose déjà avec violence. Est-ce réellement la vérité, ou une manipulation de plus dans une affaire où chaque certitude s'effondre dès qu'on croit l'avoir saisie? C'est alors que, presque mécaniquement, il appelle Thierry, incapable de garder pour lui ce qu'il vient de voir. Lorsqu'ils visionnent ensemble la vidéo, le choc est partagé, palpable, mais très vite, le doute reprend le dessus. Rien n'est simple dans cette affaire, rien ne l'a jamais été. Dans le même temps, Claudine Baker, fidèle à son instinct et à son expérience, refuse de se laisser emporter par l'apparente évidence. Pour elle, cette vidéo ne prouve rien, ou plutôt elle prouve trop facilement quelque chose qui, justement, ne devrait pas être aussi simple. Elle évoque une possibilité qui glace l'atmosphère, un deepfake. Une fabrication numérique capable d'imiter à la perfection un visage, une voix, une confession. Ce mot, lourd de conséquences, s'installe dans l'esprit d'Alex comme une menace invisible. Car si cette vidéo est truquée, cela signifie que quelqu'un manipule l'enquête, joue avec les émotions, avec la justice, avec la vérité elle-même. Et dans ce cas, Jeanne n'est peut-être qu'un pion dans un jeu bien plus dangereux. Pendant ce temps, ailleurs, loin de cette tension judiciaire qui ne cesse de s'intensifier, Manu Léoni tente de renouer avec une forme de normalité, même fragile. Chez lui, il évoque Charles avec Ève, expliquant qu'il a essayé de le joindre sans succès. Mais derrière cette apparente banalité, se cache une volonté plus profonde, presque instinctive, aider Charles à sortir de l'isolement dans lequel il semble s'enfoncer depuis trop longtemps. Manu, sans encore mesurer toute la portée de son initiative, propose une idée simple, presque évidente, aller faire de la boxe. Une activité physique, directe, brutale même, qui pourrait permettre à Charles de canaliser cette colère sourde qu'il porte en lui, cette rage qu'il ne parvient plus à exprimer autrement. Mais pendant que Manu s'éloigne, laissant derrière lui une pièce silencieuse, Ève, elle, s'enfonce dans un tout autre type de réflexion. Assise devant l'ordinateur, elle navigue avec une concentration inhabituelle, ses gestes précis, presque méthodiques. Elle ne cherche pas une information anodine. Elle s'intéresse à Alice Lombard, une détenue de son cours de français. Ce détail, en apparence secondaire, révèle pourtant une tension nouvelle. Ève ne se contente pas de lire des dossiers. Elle observe, elle analyse, elle s'approche d'un territoire dangereux où les règles ne sont plus aussi claires. Et lorsqu'elle finit par évoquer la possibilité d'aider cette détenue à voir son compagnon, en échange de services, la frontière entre aide et manipulation devient floue. À ce moment-là, quelque chose bascule subtilement dans le regard d'Ève. Comme si elle s'autorisait à franchir une limite qu'elle s'était toujours imposée jusque-là. Pendant ce temps, à l'hôpital, Alain veille sur Jeanne avec le calme professionnel de celui qui a vu trop de vies vaciller pour se laisser emporter par l'émotion. Les constantes sont stables, l'état de Jeanne ne semble pas critique. Et pourtant, au-delà des chiffres rassurants, une tension invisible persiste. Car Jeanne, allongée sur ce lit, n'est pas seulement une patiente. Elle est au cœur d'une affaire où chaque mot peut faire basculer des destins. Et quelque part, dans le silence de sa chambre, elle semble lutter contre quelque chose de plus profond qu'une simple douleur physique. Non loin de là, Emma vit dans une attente insupportable. Chaque minute qui passe renforce son angoisse, chaque information devient une lueur d'espoir ou une nouvelle source de peur. Elle ne pense qu'à une chose, sa mère, Nathalie, enfermée, accusée, suspendue à une vérité qui tarde à éclater. Emma veut croire que les aveux de Jeanne changeront tout.
Mais elle sait aussi que la justice ne fonctionne pas sur des espoirs. Elle a besoin de preuves, de certitudes, de décisions. Et en attendant, elle reste là, coincée entre la peur de perdre sa mère et l'espoir de la retrouver enfin libre. C'est dans ce climat chargé que Charles apparaît, assis face à Muriel dans un décor plus apaisant, presque trompeur. Le port, la lumière, le mouvement des vagues. Tout semble inviter à la légèreté. Mais Charles, lui, porte en lui une tempête que rien ne parvient à calmer. Lorsqu'il évoque le fait qu'il a rencontré quelqu'un, ses mots semblent détachés, presque superficiels. Comme s'il essayait lui-même de croire à une évolution qu'il ne ressent pas réellement. Et c'est précisément à ce moment-là que le téléphone sonne. Manu. L'appel tombe comme une interruption brutale dans un équilibre déjà fragile. Manu lui parle avec une énergie presque imposée, lui annonce une surprise, insiste pour le voir après le travail. C'est non négociable. Charles accepte, sans vraiment réfléchir, peut-être parce qu'une part de lui a besoin de cette impulsion extérieure, de cette force qui le pousse à sortir de son inertie. Dans le même temps, ailleurs, Florent Grasset se prépare à affronter une autre forme de combat. Face à Paloma, il expose sa stratégie avec calme et détermination. Il ne s'agit pas seulement de défendre Nathalie. Il s'agit de démontrer que le dossier comporte des failles, des incohérences, des zones d'ombre que l'accusation a trop rapidement ignorées. Florent ne promet pas une victoire facile. Mais il affirme une chose essentielle, la vérité n'est pas celle que l'on croit. Et pendant que chacun avance, à sa manière, dans cette journée où tout semble sur le point de basculer, une question demeure, silencieuse mais omniprésente. Que va réellement dire Jeanne lorsque le moment sera venu de parler, face à Alex, face à elle-même, face à cette vérité qu'elle ne pourra plus fuir? Car au fond, tout converge vers cet instant. Un instant où les mots auront enfin le pouvoir de libérer, ou de détruire définitivement. À l'hôpital, le temps semble se dilater d'une manière presque cruelle, comme si les couloirs blancs, les portes closes et les lumières trop nettes retenaient volontairement une vérité que chacun presse sans encore pouvoir l'atteindre. Quand Alex franchit enfin le seuil de la chambre de Jeanne, il ne vient pas seulement interroger une femme affaiblie par le choc et la fatigue. Il vient chercher ce qui manque depuis le début à cette affaire, un point fixe, une parole impossible à contourner, un aveu assez net pour résister aux doutes qui rongent tout depuis des jours. Jeanne, allongée, paraît soudain plus vieille que jamais. Ce n'est pas seulement son visage qui porte les marques de l'épuisement, mais tout son corps, toute sa manière d'occuper l'espace, comme si elle était déjà écrasée par le poids de ce qu'elle n'a plus la force de terre. Devant Alex, elle ne cherche plus vraiment à jouer un rôle, et c'est peut-être cela qui le trouble le plus. Depuis le début, elle s'est montrée dure, contrôlée, fuyante, parfois presque glaciale. Là, il découvre une femme fissurée, à bout de souffle, enfermée depuis trop longtemps dans un mensonge dont elle ne maîtrise plus ni les contours ni les conséquences. Alex s'approche avec prudence, non parce qu'il doute de son autorité, mais parce qu'il sent que tout va se jouer dans la manière d'ouvrir cette brèche. Il ne hausse pas le ton. Il ne brusque pas les choses. Il lui parle d'Henri, il lui parle des incohérences, il lui parle surtout de cette intuition tenace qui ne le quitte plus. Elle ne lui a pas tout dit. Ce n'est pas une accusation lancée brutalement, c'est une conviction posée là, nue, presque calme, mais impossible à ignorer. Jeanne ferme les yeux un instant, comme si le simple fait d'entendre ces mots faisait remonter à la surface une scène qu'elle aurait voulu enfouir pour toujours. Dans ce silence suspendu, il ne reste plus que sa respiration irrégulière et le regard d'Alex, fixé sur elle avec une fermeté contenue. Puis, enfin, les mots viennent. Pas d'un seul bloc, pas comme dans un soulagement immédiat, mais par fragments, comme si chaque phrase lui arrachait quelque chose. Elle commence par l'essentiel, presque dans un souffle, elle lui a menti. Cette phrase, à elle seule, suffit à faire basculer l'entretien. Parce qu'elle ne contient pas encore la vérité entière, mais elle reconnaît déjà l'existence du mensonge, et donc la possibilité que tout le reste s'écroule. Alex ne l'interrompt pas, il la laisse avancer, convaincu qu'il ne faut surtout pas briser cet élan fragile. Jeanne raconte alors qu'elle a vu Henri, qu'ils se sont disputés, que les mots ont dépassé ce qu'ils avaient toujours contenu de rancœur, de ressentiment, de vieilles blessures mal refermées. Plus elle parle, plus le portrait de cette confrontation prend forme, et plus l'émotion qui l'habite devient palpable. Il ne s'agissait pas d'une simple discussion tendue entre un frère et une sœur. Il s'agissait d'un déchirement ancien, d'une relation rongée depuis trop longtemps par le soupçon, l'amertume, la jalousie et peut-être aussi une humiliation jamais digérée. Lorsqu'Henri lui apprend que Nathalie est venue le voir, quelque chose se fracture en elle avec une violence immédiate. Ce nom agit comme une étincelle dans une matière déjà prête à s'embraser.
Jeanne avoue avoir réagi avec brutalité, avec ce mélange de mépris et de rage qui naît quand on croit encore que les autres ne reviennent vers vous que pour l'argent, pour l'intérêt, pour un calcul sordide. Dans sa bouche, Nathalie n'est pas une sœur blessée ni une femme perdue. Elle devient l'incarnation de tout ce qu'elle rejette, tout ce qu'elle juge, tout ce qu'elle refuse de reconnaître. Elle la réduit à une insulte, à une image déformée par sa propre rancune, et cette violence verbale fait immédiatement monter la tension. Henri, lui, n'encaisse pas. Jeanne le revoit lui répondre avec dureté, la renvoyer à sa propre folie, à son obsession, à cette manière d'avoir toujours voulu tout contrôler autour d'elle. Et c'est précisément à cet instant que la scène bascule. Non pas dans une préméditation froide, non pas dans un calcul meurtrier, mais dans cet éclair aveugle où la colère efface toute limite. Elle l'a poussé. Ce sont des mots simples, presque pauvres face à l'ampleur du drame qu'ils contiennent, mais leur force est foudroyante. Jeanne ne cherche plus à arranger la réalité. Elle ne prétend plus qu'il s'agit d'autre chose. Elle dit qu'elle l'a poussé au cours de leur dispute, dans ce moment de tension incontrôlable où elle n'a plus mesuré ni son geste ni ses conséquences. Elle raconte la chute, la tête qui heurte l'escalier, l'instant de sidération qui a suivi. Et soudain, toute la mécanique du mensonge apparaît dans sa logique tragique. Ce n'est pas seulement la peur d'être accusée qui l'a poussée à se taire, c'est aussi l'impossibilité d'accepter qu'un geste de colère ait pu devenir irréversible. Lorsqu'elle prononce enfin les mots qu'elle voulait sans doute se refuser depuis le premier jour, sa voix se brise. Elle ne voulait pas le tuer. C'était un accident. Mais cette précision, loin de l'alléger, l'a fait au contraire paraître encore plus détruite. Car le drame de Jeanne n'est pas celui d'une criminelle froide. C'est celui d'une femme qui a laissé sa haine, même l'espace d'une seconde, prendre le dessus sur tout le reste. Et cette seconde a suffi pour faire tomber un homme, pour faire basculer plusieurs vies, pour jeter Nathalie en prison, pour condamner Emma à l'angoisse, pour entraîner tout le monde dans une spirale de soupçons et de faux-semblants. Alex encaisse l'aveu sans triomphalisme. Il ne manifeste pas la satisfaction du policier qui obtient enfin ce qu'il cherchait. Il mesure au contraire l'ampleur humaine de ce qu'il entend. Parce qu'il sait qu'au-delà de la procédure, il y a là une catastrophe intime. Un frère mort, une sœur brisée, une autre sœur accusée à tort, une famille pulvérisée par des années de rancune tue et de ressentiments jamais apaisés. Dans le même temps, alors que cette vérité prend enfin corps dans la chambre d'hôpital, le doute qui entourait la vidéo reçue par mail se dissipe partiellement, mais pas complètement. Car si Jeanne avoue de vive voix, face à lui, cela change évidemment tout. Pourtant, Baker a raison sur un point. Cette affaire a suffisamment été parasitée par les apparences pour que rien ne puisse plus être pris à la légère. Il faudra des procédures, des vérifications, des confirmations solides. Il faudra que la justice transforme cette confession en vérité juridiquement incontestable. Pendant ce temps, sans savoir que le cœur de l'affaire est en train de céder, Emma continue d'attendre avec cette tension qui lui dévore les nerfs depuis trop longtemps. Chaque appel manqué, chaque vibration de téléphone, chaque silence prolongé devient pour elle un supplice. Elle tente de tenir, de croire à l'issue qu'elle espère, mais son corps tout entier trahit l'épuisement. L'idée que sa mère puisse encore passer une nuit de plus en prison lui est devenue insupportable. Elle se raccroche donc à cette seule possibilité, que, quelque part, enfin, quelqu'un dise la vérité. À cet instant-là, c'est toute l'ironie de la journée qui se met en place. D'un côté, une vérité terrible se libère, entraînant avec elle la possibilité d'une réparation pour Nathalie. De l'autre, Manu avance vers Charles avec les meilleures intentions du monde, ignorant encore que ce rapprochement qu'il organise va le conduire au plus près d'une douleur qu'il ne soupçonne pas entièrement. Car pour Charles, l'idée même de reprendre contact avec le monde ressemble à une épreuve. Lorsqu'il retrouve Manu pour cette fameuse surprise qu'il lui a imposée, il ne sait pas encore s'il doit voir dans cette insistance une intrusion, un geste amical ou une tentative maladroite de le tirer de sa torpeur. Il suit pourtant le mouvement, peut-être parce qu'il n'a plus l'énergie de refuser, peut-être aussi parce qu'une part de lui aspire à être sauvée sans savoir comment le demander. La salle de boxe où Manu l'emmène n'a rien d'un décor anodin. C'est un lieu brut, où les corps s'expriment avant les mots, où la violence se canalise dans l'effort et la répétition, où la souffrance peut se dissimuler derrière la fatigue physique. Dès les premiers instants, Charles paraît en décalage. Il observe, il hésite, il semble presque étranger à cet univers. Mais très vite, quelque chose se produit. Quelque chose de presque instinctif. Devant le sac de frappe, son corps trouve un langage que son esprit ne maîtrise plus depuis longtemps. Les coups partent d'abord avec retenue, comme une expérience incertaine, puis ils deviennent plus lourds, plus rapides, plus chargés. Toute la rage qu'il portait en silence semble soudain remonter à la surface avec une intensité brute. Charles ne frappe pas seulement un sac. Il frappe l'absence, l'injustice,
la frustration, le manque. Il frappe ce qui lui échappe depuis trop longtemps. Et plus il frappe, plus il donne l'impression de lutter contre quelque chose qui le dépasse. Son visage se ferme, sa respiration se casse, sa colère devient presque physique dans la manière dont elle traverse chacun de ses gestes. Manu, en l'observant, comprend sans doute qu'il a touché quelque chose de sensible, mais il ne mesure pas encore tout ce que cette séance est en train de faire remonter. À ce moment-là, l'affaire Jeanne-Henri et la douleur de Charles semblent appartenir à deux mondes distincts. Pourtant, un même fil invisible les relie. Dans les deux cas, ce sont des êtres qui n'ont pas réussi à faire leur deuil, à poser des mots au bon moment, à regarder leurs blessures autrement que par le silence, la colère ou la fuite. Et ce fil, tôt ou tard, menace de se resserrer. Lorsqu'Alex quitte enfin la chambre de Jeanne, il sait que plus rien ne sera comme avant. L'enquête prend un tournant décisif, Nathalie n'est plus seulement une suspecte fragile au milieu des zones d'ombre, elle redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être dans le regard de la justice, une femme qu'on a accusée trop vite. Pourtant, il sait aussi qu'une vérité tardive ne répare jamais entièrement les dégâts qu'elle a laissés derrière elle. Et tandis qu'il s'apprête à faire remonter l'information, à enclencher tout ce que cette confession implique, la ville continue de vivre autour de lui avec son agitation ordinaire, comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, tout a déjà commencé à basculer. Jeanne a parlé. Henri a enfin un autre visage dans cette histoire. Nathalie entrevoit sa délivrance. Et Charles, lui, continue de frapper pour ne pas s'effondrer. Dans la salle de boxe, l'air devient rapidement lourd, chargé d'une tension que ni la chaleur ni l'effort ne suffisent à expliquer complètement, comme si chaque coup porté par Charles réveillait quelque chose de plus ancien, de plus profond, que lui-même ne parvient plus à contenir. Au départ, il s'agissait simplement d'un exercice, d'un moyen proposé par Manu Léoni pour l'aider à se changer les idées, pour lui offrir une échappatoire simple, presque évidente. Mais très vite, cette tentative anodine se transforme en une confrontation brutale avec ce que Charles fuit depuis trop longtemps. Chaque impact contre le sac résonne comme un écho de ce qu'il n'a jamais su exprimer autrement. La colère qu'il porte en lui ne date pas d'hier. Elle s'est accumulée, lentement, silencieusement, nourrie par une absence qu'il n'a jamais réellement acceptée, par un vide laissé par Elliot qui ne s'est jamais comblé. Et dans ce lieu où personne ne lui demande de parler, où tout passe par le corps, Charles trouve enfin un langage, certes violent, mais sincère. Au fil des minutes, ses gestes deviennent plus rapides, plus précis, presque obsessionnels. Il ne s'arrête plus vraiment. Manu, d'abord satisfait de voir son ami se prêter au jeu, commence à comprendre que quelque chose lui échappe. Il ne s'agit plus simplement de se défouler. Il s'agit d'évacuer une douleur qui n'a jamais trouvé d'issue. Une douleur qui, faute d'avoir été nommée, s'est transformée en une rage sourde, incontrôlable. Quand enfin Charles ralentit, épuisé, trempé de sueur, il ne semble pas apaisé pour autant. Son regard reste dur, fermé, comme si l'effort n'avait fait qu'ouvrir une brèche sans réussir à la refermer. Et c'est dans cet instant suspendu, entre la fatigue et le relâchement, qu'il laisse enfin échapper ce qu'il n'avait encore jamais formulé aussi clairement devant Manu. Il n'a pas fait son deuil. Ces mots, simples en apparence, portent en réalité tout le poids de ce qu'il traverse. Car ils signifient que, malgré le temps, malgré les apparences, malgré les tentatives de reprendre une vie normale, quelque chose en lui est resté bloqué, figé dans le moment où tout a basculé. Elliot n'est pas seulement un souvenir douloureux. Il est une présence constante, une absence qui continue de structurer chaque émotion, chaque réaction. Et dans ce processus inachevé, la présence d'Ève agit comme un déclencheur permanent. Charles l'exprime avec une sincérité presque brutale. Voir Ève, entendre parler d'Elliot, sentir que le passé continue d'exister à travers elle, c'est comme rouvrir sans cesse une plaie qui ne cicatrise pas. Il ne lui reproche pas directement son comportement. Il ne l'accuse pas, mais il ne supporte plus ce rappel constant de ce qu'il a perdu. Manu écoute sans interrompre, conscient que ce moment est fragile. Il comprend que Charles ne cherche pas des solutions, qu'il ne demande pas de conseils. Il a simplement besoin de dire ce qu'il porte, de le déposer quelque part, même si cela ne suffit pas à l'alléger. Pourtant, Manu ne peut s'empêcher de répondre, avec cette bienveillance qui le caractérise, mais aussi avec une certaine lucidité. Il lui explique qu'Ève, elle aussi, a besoin de parler d'Elliot, que c'est sa manière à elle de continuer à avancer, de ne pas effacer ce qui a compté. Il ne s'agit pas d'imposer une vision, mais de rappeler que la douleur ne se vit jamais de la même façon selon les personnes. Ce qui apaise l'un peut blesser l'autre. Et dans cette différence, il y a souvent une incompréhension qui aggrave encore les choses. Charles ne réagit pas immédiatement. Il entend ce que Manu lui dit, mais cela ne suffit pas à apaiser le malaise. Parce que dans son esprit, le problème n'est pas seulement Ève. C'est lui, c'est son incapacité à tourner la page, à accepter que la vie continue malgré tout.
Et cette prise de conscience, loin de le libérer, semble au contraire renforcer son sentiment d'impuissance. Pendant ce temps, ailleurs, l'atmosphère est d'une toute autre nature. Chez Claudine Baker, la tension laisse peu à peu place à une certitude qui se construit avec méthode, avec rigueur. L'aveu de Jeanne, désormais confirmé par Alex, change profondément la donne. Ce qui n'était encore qu'une hypothèse fragile devient une réalité solide, exploitable, juridiquement crédible. Lorsqu'elle prend la décision d'appeler Emma, ce n'est pas un geste anodin. Elle sait que ce qu'elle va annoncer va bouleverser une vie, qu'elle va mettre fin à une attente insupportable, mais aussi ouvrir une nouvelle phase, tout aussi délicate. Car être innocenté ne signifie pas simplement être libéré. Cela implique de reconstruire, de se remettre d'une injustice, de faire face aux conséquences d'une accusation qui a déjà laissé des traces. Quand Emma décroche, elle ne s'attend pas à ce qu'elle va entendre. Depuis des jours, elle oscille entre espoir et peur, sans jamais réussir à se fixer sur une certitude. Et lorsque Baker lui annonce que Jeanne a avoué que la mort d'Henri n'est plus imputée à Nathalie, et que sa mère sera libérée le lendemain matin, quelque chose en elle cède immédiatement. Ce n'est pas une réaction mesurée. Ce n'est pas une joie contenue. C'est une libération brutale, presque violente, comme si toute la tension accumulée depuis trop longtemps trouvait enfin une issue. Emma ne retient plus rien. Elle passe en quelques secondes de l'angoisse à un soulagement si intense qu'il en devient presque irréel. Dans ce moment, tout le reste disparaît. Les doutes, les nuits sans sommeil, la peur constante, tout s'efface derrière une seule idée, sa mère va sortir. Sa mère est innocente, sa mère va revenir. Mais derrière cette joie immédiate, une autre réalité commence déjà à se dessiner, plus discrète, plus lente. Celle du temps perdu, des blessures invisibles, des regards qui ont changé, des liens qui ont été mis à l'épreuve. Emma ne le réalise pas encore pleinement, mais cette épreuve laissera forcément une trace. Dans le même temps, Florent Grasset poursuit son travail avec une détermination intacte. Pour lui, l'aveu de Jeanne n'est pas seulement une victoire dans une affaire. C'est la confirmation qu'il avait raison de ne pas se contenter des apparences, de chercher les failles, de remettre en question un dossier qui semblait pourtant solide. Face à Paloma, il insiste sur ces incohérences qui, dès le départ, auraient dû alerter. Il ne s'agit pas de se mettre en avant, ni de revendiquer une quelconque supériorité. Mais de rappeler que la justice ne peut fonctionner correctement que si elle accepte le doute, si elle refuse les conclusions trop rapides, si elle reste ouverte à la complexité des situations humaines. Florent ne parle pas seulement en tant qu'avocat. Il parle aussi en tant qu'homme confronté à une réalité qu'il connaît bien. Les erreurs judiciaires ne sont jamais des accidents isolés. Elles sont souvent le résultat d'un enchaînement de certitudes mal placées, de pression, de raccourcis. Et dans cette affaire, Nathalie en a été la victime directe. Pendant ce temps, à l'hôpital, Jeanne reste seule avec ce qu'elle a enfin accepté de dire. L'aveu n'a rien d'une délivrance immédiate. Au contraire, il semble avoir ouvert un gouffre encore plus profond. Maintenant que les mots ont été prononcés, qu'ils existent en dehors d'elle, qu'ils ont été entendus, validés, enregistrés, il n'est plus possible de revenir en arrière. Elle ne peut plus se cacher derrière le silence. Elle ne peut plus prétendre que tout cela n'a jamais existé. Elle doit désormais faire face à ce qu'elle a fait, à ce que cela implique, à ce que cela a provoqué. Et cette confrontation est sans doute plus difficile encore que le mensonge qu'elle entretenait jusque-là. Dans un coin de sa mémoire, la scène se rejoue en boucle. La dispute, les mots, le geste, la chute. Elle revoit Henri, elle entend encore sa voix, elle ressent la montée de colère qui l'a submergée. Et surtout, elle se confronte à cette évidence insupportable. Tout aurait pu s'arrêter une seconde plus tôt. Un mot de moins, un geste retenu, une distance maintenue, et rien de tout cela ne serait arrivé. Mais cette seconde n'a pas existé. Et maintenant, il est trop tard. Dans ce croisement de destin, chacun avance à son rythme, avec ses propres blessures, ses propres vérités, ses propres luttes. Emma retrouve l'espoir. Nathalie s'approche de la liberté. Charles lutte contre un deuil impossible. Manu tente d'aider sans tout comprendre. Ève s'enfonce dans une zone grise. Florent défend une justice imparfaite. Et Jeanne, au centre de tout, doit enfin regarder en face ce qu'elle a voulu nier. Tout semble avancer, se débloquer, s'éclaircir. Et pourtant, une impression persiste. Comme si cette vérité, enfin révélée, n'était pas une fin. Mais le début d'un nouvel équilibre encore plus fragile. Le lendemain approche avec une lenteur presque insupportable pour certains, tandis que pour d'autres, il semble arriver trop vite, comme une échéance à laquelle ils ne sont pas prêts à faire face. Dans cet équilibre fragile entre soulagement et tension, chaque personnage avance sans réellement savoir ce que cette vérité nouvellement révélée va provoquer dans sa vie.
Chez Emma, la nuit a été courte, hachée par une agitation intérieure qu'aucun repos ne peut réellement apaiser. Elle n'a cessé de rejouer dans son esprit les mots de Claudine Baker, cette annonce qui semblait presque irréelle tant elle l'avait espérée sans oser y croire. Sa mère allait sortir, Nathalie allait enfin retrouver sa liberté. Mais derrière cette évidence, une inquiétude persiste, plus sourde, plus difficile à formuler. Emma se demande dans quel état elle va la retrouver. Elle imagine les jours passés en détention, la peur, l'humiliation, l'injustice. Elle se demande si Nathalie sera la même, si leur relation pourra reprendre là où elle s'était arrêtée, ou si quelque chose, irrémédiablement, s'est brisé entre elles à cause de cette épreuve. Dans le même temps, à l'hôpital, Jeanne Beaulieu reste enfermée dans une forme de solitude que personne ne peut réellement partager. Depuis qu'elle a parlé, le silence qui l'entoure a changé de nature. Ce n'est plus le silence du secret, celui qui protège encore une illusion, mais celui qui suit la vérité, celui qui laisse apparaître les conséquences sans filtre, sans échappatoire. Elle ne pleure pas, elle ne s'agite pas, elle semble presque figée, comme si son corps refusait encore de réagir à ce que son esprit a enfin accepté. Pourtant, à l'intérieur, tout est en mouvement. Les images reviennent, insistantes, implacables. La dispute avec Henri, les mots qu'elle a prononcés, ceux qu'il lui a renvoyés, et ce geste, toujours ce geste, qu'elle ne peut plus nier ni effacer. À cet instant, Jeanne ne cherche plus à se justifier. Elle ne répète plus que c'était un accident pour se rassurer elle-même. Elle sait que cette vérité, même si elle est réelle, ne suffit pas à alléger le poids de ce qu'elle a fait. Car au-delà de l'intention, il y a le résultat. Et ce résultat est irréversible. Pendant ce temps, au commissariat, Alex Lévy et Thierry poursuivent les démarches nécessaires pour transformer cette confession en éléments juridiques solides. Ce qui a été dit dans une chambre d'hôpital doit maintenant être encadré, vérifié, consigné. Chaque détail compte, chaque mot doit être replacé dans un cadre précis. Et surtout, il reste une question essentielle à régler, la fameuse vidéo. Claudine Baker, fidèle à sa prudence, refuse toujours de considérer cet élément comme une preuve fiable sans expertise approfondie. Même si Jeanne a avoué, il est hors de question de négliger une possible manipulation. Si quelqu'un a effectivement fabriqué cette vidéo, cela signifie qu'une autre personne, quelque part, a tenté d'influencer l'enquête. Cette idée ne quitte pas Baker. Elle sait que les affaires les plus simples en apparence sont souvent celles qui cachent les mécanismes les plus complexes. Et dans ce dossier, trop d'éléments ont déjà semé le doute pour qu'elle accepte une conclusion trop rapide. Dans le même temps, Manu Léoni retrouve une certaine légèreté après la séance de boxe avec Charles, du moins en apparence. Il a le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile, d'avoir permis à Charles de relâcher un peu la pression qu'il accumulait. Mais au fond de lui, une impression persiste, celle d'avoir ouvert une porte sans savoir ce qui se trouve derrière. Car ce qu'il a vu dans le regard de Charles ne ressemblait pas à un simple moment de défoulement. C'était plus profond, plus sombre, presque inquiétant. Une douleur qui ne disparaît pas après l'effort, mais qui au contraire semble se nourrir de tout ce qui la réveille. Et cette impression se confirme lorsque Charles, une fois la séance terminée, trouve enfin les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Il ne s'agit pas seulement d'Elliot. Il s'agit de tout ce qui a été laissé en suspens, de tout ce qui n'a jamais été dit, de tout ce qu'il n'a pas su affronter au moment où il aurait fallu le faire. Dans ce contexte, la présence d'Ève devient un point de tension difficile à contourner. Charles ne la rejette pas, mais il ne parvient pas non plus à être en paix avec ce qu'elle représente. Chaque conversation, chaque souvenir évoqué, chaque allusion à Elliot agit comme une piqûre constante, une douleur renouvelée qui l'empêche d'avancer. Manu tente de lui faire comprendre que chacun gère le deuil à sa manière, que ce qui est difficile pour lui peut être nécessaire pour Ève. Mais il sent bien que ces mots, aussi justes soient-ils, ne suffisent pas à apaiser la situation. Parce que Charles ne cherche pas une explication. Il cherche une issue, et pour l'instant, il n'en voit aucune. Dans un tout autre registre, Ève poursuit discrètement ses propres démarches, loin des regards, loin des jugements. Son intérêt pour Alice Lombard ne faiblit pas. Au contraire, il semble se préciser, se structurer, comme si elle avait déjà décidé d'aller plus loin, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'elle évoque la possibilité d'aider cette détenue, en échange de certains services, elle franchit une ligne invisible. Ce n'est plus seulement de l'empathie ou un désir d'aider. C'est une implication directe dans une situation où les règles officielles ne suffisent plus. Et face à la réaction méfiante de la détenue, qui ne comprend pas immédiatement ses intentions, Ève ne recule pas. Elle insiste, elle propose, elle avance. Ce comportement, inhabituel chez elle, révèle une évolution intérieure qui ne laisse rien présager de bon. Comme si, elle aussi,
cherchait une manière de combler un vide, de répondre à une douleur qu'elle ne parvient plus à contenir autrement. Et dans cette quête, elle semble prête à prendre des risques qu'elle n'aurait jamais envisagés auparavant. Pendant ce temps, Florent Grasset continue de préparer la défense de Nathalie avec une rigueur intacte, même si l'issue de l'affaire semble désormais évidente. Il ne relâche pas son attention. Il sait que dans ce type de situation, chaque détail compte, même lorsque tout semble joué d'avance. Face à Paloma, il insiste sur les failles du dossier, sur les erreurs d'appréciation, sur les conclusions hâtives qui ont conduit Nathalie en détention. Il ne cherche pas à accabler qui que ce soit, mais à rappeler une réalité essentielle. La justice doit rester vigilante, même lorsque les apparences semblent évidentes. Car dans cette affaire, tout aurait pu s'arrêter sur une mauvaise interprétation. Tout aurait pu se figer dans une version erronée des faits. Et sans cet aveu, sans cette remise en question, Nathalie aurait pu rester enfermée pour un crime qu'elle n'a pas commis. À mesure que la journée avance, une forme d'équilibre précaire s'installe. La vérité a été dite. Les conséquences commencent à se dessiner. Mais rien n'est encore totalement apaisé. Au contraire, chaque révélation semble ouvrir de nouvelles interrogations, de nouvelles tensions, de nouveaux risques. Car si Jeanne a enfin parlé, si Nathalie va être libérée, si Emma retrouve l'espoir, si Charles exprime sa douleur, cela ne signifie pas que tout est réglé. Cela signifie simplement que les masques sont tombés. Et que désormais, chacun va devoir avancer avec ce qu'il est vraiment, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il ressent. Dans cette lumière nouvelle, plus crue, plus exigeante, les liens vont être mis à l'épreuve. Les blessures vont se révéler plus profondes qu'on ne l'imaginait. Et certains choix, faits dans l'ombre, pourraient bien avoir des conséquences que personne n'est encore prêt à affronter. Le matin tant attendu finit par arriver, chargé d'une tension étrange, presque irréelle, comme si le monde entier retenait son souffle avant un moment décisif. Devant le centre de détention, Emma attend, immobile en apparence, mais intérieurement traversée par un tourbillon d'émotions qu'elle ne parvient plus à contenir. Chaque seconde lui semble interminable, chaque mouvement derrière les grilles devient une promesse fragile. Elle a rêvé de cet instant, elle l'a imaginé des dizaines de fois, mais maintenant qu'il est là, tout paraît flou, presque insaisissable. Elle ne sait pas si elle doit sourire, pleurer, ou simplement rester là, incapable de réagir. Ce qu'elle sait, en revanche, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Lorsque la porte s'ouvre enfin et que Nathalie apparaît, le temps semble se suspendre. Elle a changé. Ce n'est pas immédiatement visible, ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais quelque chose dans sa posture, dans son regard, dans la manière dont elle avance, révèle une fatigue profonde, une épreuve qui a laissé des traces invisibles mais indélébiles. Emma ne réfléchit pas. Elle se précipite vers elle, l'enlace avec une intensité qui dépasse les mots. Ce n'est pas seulement une étreinte. C'est un besoin vital de vérifier qu'elle est bien là, qu'elle est réelle, qu'elle n'est plus enfermée derrière des murs qui les ont séparés trop longtemps. Nathalie, d'abord rigide, semble hésiter une fraction de seconde, comme si son corps avait oublié comment répondre à ce type de contact, puis elle finit par serrer sa fille contre elle. Dans ce geste, il n'y a pas seulement de la tendresse. Il y a du soulagement, de la douleur, de la culpabilité aussi, peut-être. Car même si elle est innocente, même si la vérité a éclaté, Nathalie ne sort pas indemne de ce qu'elle a vécu. Elle porte en elle le poids de ses jours passés à être regardée comme une criminelle, à être jugée, enfermée, isolée. Et Emma le sent. Elle comprend, sans qu'un mot soit nécessaire, que cette libération n'efface pas tout. Qu'elle marque un début, mais pas une fin. Pendant ce temps, au commissariat, Alex Lévy suit l'évolution de la situation avec un mélange de satisfaction professionnelle et de gravité personnelle. L'affaire a trouvé un tournant décisif, la vérité a émergé, mais il ne peut s'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer autrement. À quel point tout a tenu à un fil. Avec Thierry, il échange sur les dernières démarches à effectuer, sur les procédures encore en cours, sur la nécessité de finaliser chaque étape sans précipitation. Il ne s'agit pas simplement de clore une enquête. Il s'agit de s'assurer que tout est fait correctement, que rien ne pourra être remis en cause par la suite. Dans un coin de son esprit, cependant, la question de la vidéo continue de le travailler. Même si l'aveu de Jeanne a tout changé, même si Nathalie est désormais blanchie, il reste cette interrogation persistante. Qui a envoyé cette vidéo ? Et pourquoi ? Car si elle est réellement un deepfake, alors quelqu'un a tenté de manipuler la situation. Et cette personne n'a toujours pas été identifiée. À l'hôpital, Jeanne Beaulieu apprend peu à peu les conséquences de ses paroles. Elle sait que Nathalie va être libérée, elle sait que la vérité est désormais connue, et pourtant, aucun soulagement ne vient atténuer ce qu'elle ressent. Au contraire, une forme de vide s'installe, comme si tout ce qui la maintenait encore debout venait de disparaître.
Elle ne lutte plus. Elle ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit. Elle semble accepter, avec une résignation presque froide, ce qui va suivre. Mais derrière cette apparente tranquillité, quelque chose continue de se fissurer. Une culpabilité qui ne se résout pas, qui ne se calme pas, qui ne trouve aucune issue. Car reconnaître qu'il s'agissait d'un accident ne suffit pas à apaiser la conscience. Dans le même temps, loin de ses enjeux judiciaires, Charles tente de retrouver un semblant de stabilité après la séance de boxe. Le corps fatigué, les muscles endoloris, il ressent une accalmie temporaire, comme si l'effort avait permis de mettre à distance, pour quelques heures, le tumulte intérieur qui le ronge. Mais cette accalmie ne dure pas. Très vite, les pensées reviennent, plus nettes, plus insistantes. Et parmi elles, une évidence qu'il ne peut plus ignorer, il ne peut pas continuer ainsi. Il ne peut pas faire semblant d'aller mieux. Il ne peut pas prétendre que le temps suffit à réparer ce qui a été brisé. Lorsqu'il repense à Eve, un malaise profond s'installe. Il ne lui en veut pas réellement. Mais il ne supporte plus ce lien indirect avec Elliot, cette présence constante d'un passé qu'il n'a jamais réussi à accepter. Chaque échange avec elle devient un rappel, chaque mot prononcé une douleur ravivée. Et cette contradiction le fatigue. D'un côté, il comprend que chacun a besoin de parler, de se souvenir, de continuer à faire vivre ceux qui ne sont plus là. De l'autre, il ressent le besoin inverse, celui de faire taire ses souvenirs, de les enfermer, de ne plus être confronté à ce manque permanent. Dans cette tension, aucune solution simple ne s'impose. Pendant ce temps, Manu Léonie observe à distance, sans intervenir directement. Il sent que Charles traverse quelque chose de complexe, de profond, et il hésite sur la manière de l'aider. Il ne veut pas forcer les choses, il ne veut pas imposer une présence qui pourrait être mal perçue. Mais il ne veut pas non plus rester passif. Il se retrouve ainsi dans une position délicate, entre le désir d'aider et la peur de mal faire. Dans un autre registre, Eve continue d'avancer sur un terrain de plus en plus incertain. Son implication auprès de Alice Lombard prend une tournure plus concrète. Elle ne se contente plus de réfléchir ou d'observer. Elle agit. Elle propose des arrangements, elle teste les limites, elle s'engage dans une logique où les règles deviennent secondaires face à ce qu'elle estime nécessaire. Et face à la réaction méfiante de la détenue, elle ne recule pas. Elle insiste, elle tente de convaincre, comme si elle avait besoin que cette démarche aboutisse. Ce comportement, de plus en plus affirmé, révèle une transformation silencieuse. Eve ne cherche plus seulement à aider. Elle cherche à intervenir, à modifier le cours des choses, quitte à prendre des risques. Et ces risques, pour l'instant, restent invisibles. Chez Florent Grasset, l'heure est à la confirmation. L'innocence de Nathalie ne fait désormais plus de doute, mais il continue de structurer son discours, de préparer chaque étape, comme si l'affaire devait encore être défendue. Cette rigueur n'est pas excessive. Elle est nécessaire. Car il sait que la justice ne se contente pas d'évidence. Elle exige des preuves, des arguments, des cadres précis. Face à Paloma, il insiste une nouvelle fois sur les erreurs qui ont été commises, non pas pour accuser, mais pour rappeler que ce type de situation doit servir de leçon. Que chaque dossier mérite une attention totale. Que chaque doute doit être exploré. À mesure que la journée avance, les trajectoires de chacun continuent de se dessiner, de se croiser, de s'éloigner parfois. Nathalie retrouve la liberté, mais doit réapprendre à vivre avec ce qu'elle a traversé. Emma retrouve sa mère, mais découvre une nouvelle réalité. Jeanne fait face à ses actes. Charles lutte contre lui-même. Manu observe, Ève agit, Florent consolide. Et au milieu de tout cela, une impression persiste. Celle que tout n'est pas terminé. Que certaines vérités, même révélées, continuent de produire des effets imprévisibles. Que certaines blessures, même reconnues, ne se referment pas si facilement. Et que derrière cette apparente résolution, d'autres tensions, plus discrètes, sont déjà en train de naître. Dans les heures qui suivent la libération de Nathalie, un étrange décalage s'installe entre ce que chacun attendait de ce moment et ce qu'il est réellement en train de devenir. La joie est là, indéniable, presque éclatante dans le regard d'Emma, mais elle se heurte déjà à quelque chose de plus difficile à définir, une forme de retenue, de fragilité, comme si la réalité refusait de se plier totalement à l'image idéale qu'elle s'en était faite. Nathalie, de son côté, avance avec prudence dans cette liberté retrouvée, comme si chaque geste devait être réappris. Le monde extérieur n'a pas changé, mais elle, si. Les regards, même bienveillants, lui paraissent plus lourds, les silences plus chargés de sens. Elle ressent encore, dans son corps, dans sa manière de se tenir, la trace de ce qu'elle a vécu. Et surtout, elle porte en elle une question qu'elle n'ose pas encore formuler à voix haute. Comment reprendre une vie normale après avoir été traitée comme une coupable ?
Emma tente de combler cet espace avec une énergie presque fébrile. Elle parle, elle propose, elle imagine déjà les jours à venir, comme pour éviter que le doute ne s'installe. Elle veut croire que tout peut redevenir comme avant, que cette épreuve n'a été qu'une parenthèse douloureuse. Mais face à elle, Nathalie ne répond pas toujours avec la même intensité. Elle écoute, elle sourit parfois, mais son regard trahit une distance nouvelle, une profondeur que sa fille ne lui connaissait pas. Dans ce décalage naissant, il n'y a pas de conflit ouvert, pas encore. Il y a simplement deux manières différentes de vivre la même situation. Emma regarde vers l'avenir avec impatience. Nathalie, elle, reste encore en partie tournée vers ce qu'elle vient de traverser, incapable de tourner la page aussi rapidement. Pendant ce temps, à l'hôpital, Jeanne Beaulieu reçoit les premières conséquences concrètes de son aveu. Les médecins continuent de surveiller son état, mais l'attention médicale ne suffit plus à masquer la réalité judiciaire qui l'attend. Elle le sait, elle l'accepte, en apparence du moins. Ce qui change, en revanche, c'est la manière dont elle se perçoit elle-même. Jusqu'à présent, même dans le mensonge, elle conservait une forme de cohérence intérieure, une version d'elle-même qui lui permettait de tenir. Maintenant, cette version s'effondre. Elle ne peut plus se cacher derrière des justifications, derrière des interprétations arrangées des faits. Elle se retrouve seule face à ce qu'elle a fait. Et cette solitude est plus lourde que tout le reste. Dans un moment de lucidité presque douloureuse, elle repense à Nathalie. À tout ce qu'elle a dit sur elle. À cette haine qu'elle a nourrie, entretenue, justifiée. Et pour la première fois, une autre question émerge, plus dérangeante encore que celle de la culpabilité. Et si elle s'était trompée? Et si toute cette rancœur avait été construite sur une vision déformée de la réalité? Mais cette remise en question arrive trop tard. Dans le même temps, au commissariat, Alex Lévy continue d'avancer avec la rigueur qui le caractérise. L'aveu de Jeanne a permis de débloquer la situation, mais il refuse de considérer l'affaire comme totalement close. Il sait que certains éléments restent en suspens, et parmi eux, cette fameuse vidéo qui continue de poser problème. Avec Claudine Baker, les échanges restent précis, méthodiques. Baker insiste pour que l'expertise soit menée jusqu'au bout, sans précipitation. Si la vidéo est effectivement un deepfake, alors cela signifie qu'une manipulation a été orchestrée. Et cette manipulation, même si elle ne change plus l'issue immédiate de l'affaire, reste un élément grave. Alex partage cette inquiétude. Il comprend que derrière cette enquête, une autre pourrait s'ouvrir. Une enquête plus discrète, plus technique, mais potentiellement tout aussi importante. Pendant ce temps, Charles tente de donner un sens à ce qu'il ressent depuis la veille. La séance de boxe lui a offert un moment de relâchement, mais elle a surtout mis en lumière l'ampleur de ce qu'il porte encore en lui. Il ne peut plus ignorer cette réalité, il est bloqué. Lorsqu'il repense à Manu Léoni, il reconnaît, au fond, que cette initiative n'était pas anodine. Manu a vu quelque chose, il a compris qu'il fallait agir. Mais Charles ne sait pas encore s'il est prêt à accepter cette aide. Parce qu'accepter d'être aidé, c'est aussi reconnaître qu'il n'y arrive pas seul. Et cette idée lui est difficile. Dans ce contexte, la question d'Ève revient, encore et toujours. Elle n'est pas responsable de sa douleur, il en est conscient. Mais elle en est le rappel permanent. Et tant que ce rappel existe, il lui semble impossible d'avancer réellement. Ce conflit intérieur ne trouve pas de solution immédiate. Il reste là, en suspens, prêt à ressurgir à tout moment. De son côté, Manu observe, sans intervenir directement. Il sent que la situation est fragile, qu'un mot de trop pourrait tout refermer. Il choisit donc de rester présent, sans imposer, en espérant que Charles finira par revenir vers lui de lui-même. Dans un autre registre, Ève continue de s'enfoncer dans une dynamique de plus en plus risquée. Son interaction avec Alice Lombard prend une dimension concrète, presque inquiétante. Elle ne se contente plus d'envisager des possibilités. Elle les met en œuvre. Elle propose des échanges, elle tente de créer un lien basé sur des intérêts mutuels, elle cherche à contourner les règles établies. Et face à la méfiance persistante de la détenue, elle ne recule pas. Au contraire, elle insiste, comme si elle avait besoin que cette relation fonctionne, coûte que coûte. Ce comportement, inhabituel, révèle une tension intérieure qu'elle ne parvient plus à contenir autrement. Comme si aider quelqu'un, même de manière discutable, devenait une manière de donner un sens à ce qu'elle vit elle-même. Mais cette logique comporte des risques. Et pour l'instant, elle semble les sous-estimer. Pendant ce temps, Florent Grasset finalise les dernières étapes liées à la défense de Nathalie. Même si l'issue est désormais favorable, il ne relâche pas son exigence. Il continue de structurer, de vérifier, de consolider chaque élément. Face à Paloma, il adopte une posture mesurée. Il ne célèbre pas une victoire.
Il insiste plutôt sur les enseignements à tirer de cette affaire. Sur la nécessité de rester vigilant. Sur le fait que la justice, pour être juste, doit accepter de douter. À mesure que la journée avance, une nouvelle réalité s'installe progressivement. Les rôles changent, les positions évoluent, les certitudes d'hier ne tiennent plus face aux vérités d'aujourd'hui. Mais dans cette évolution, une chose reste constante. Rien n'est complètement résolu. Les blessures sont encore là. Les tensions persistent. Les choix récents commencent à produire leurs effets. Et derrière cette apparente accalmie, quelque chose continue de se préparer, discrètement, silencieusement. Comme si l'histoire refusait de s'arrêter là. Dans la lumière plus douce de la fin de journée, Montpellier semble retrouver un semblant d'équilibre, comme si la ville elle-même cherchait à absorber les secousses invisibles qui ont traversé tant de vies en si peu de temps. Pourtant, derrière cette apparente normalité, rien n'est réellement apaisé. Les événements récents ont laissé des traces profondes, et chacun, à sa manière, commence à en mesurer les conséquences. Chez Nathalie, le retour à la liberté ne ressemble pas à une délivrance totale, mais plutôt à une transition délicate entre deux états. Elle n'est plus enfermée, mais elle ne se sent pas encore pleinement libre. Chaque objet, chaque lieu familier lui paraît légèrement étranger, comme si une distance s'était installée entre elle et le monde qu'elle retrouve. Emma, elle, continue de vouloir combler cet écart avec une énergie presque fragile. Elle parle de projets, d'avenir, de moments simples qu'elle pourrait partager à nouveau. Mais elle comprend peu à peu que cette reconstruction prendra du temps. Que sa mère ne peut pas simplement effacer ce qu'elle a vécu. Et que leur relation, même si elle reste solide, doit se redéfinir à travers cette épreuve. Dans ce processus lent, il n'y a pas de conflit, mais une adaptation progressive. Une manière d'apprendre à se retrouver autrement. Pendant ce temps, à l'hôpital, Jeanne Beaulieu se prépare à faire face à ce qui l'attend désormais. L'aveu a tout changé. Il a libéré une innocente, mais il a aussi scellé son propre destin. Elle ne cherche plus à fuir. Elle ne cherche plus à contrôler. Elle avance avec une forme de lucidité nouvelle, presque douloureuse. Dans le silence de sa chambre, elle semble enfin accepter que certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Que certaines paroles, certains gestes, une fois accomplis, deviennent irréversibles. Et que la seule chose qui lui reste, désormais, c'est d'en assumer les conséquences. Mais cette acceptation n'est pas une paix. C'est une confrontation. Au commissariat, Alex Lévy observe les derniers développements avec une attention intacte. L'affaire Henry est en train de se refermer, du moins dans sa dimension principale. La vérité est connue, les responsabilités sont établies, mais Alex sait que tout n'est pas terminé. Car il reste cette question, toujours présente, toujours irrésolue. La vidéo. Avec Claudine Baker, il continue d'envisager les implications possibles. Si cette vidéo est effectivement un deepfake, alors quelqu'un a tenté de manipuler l'enquête. Et cette personne, pour l'instant, reste dans l'ombre. Ce détail, qui aurait pu être secondaire, devient progressivement central. Non pas pour l'affaire elle-même, mais pour ce qu'il révèle d'un danger plus large. Une capacité à influencer la vérité, à brouiller les pistes, à jouer avec les apparences. Et cela, Alex ne peut pas l'ignorer. Dans un autre registre, Charles se retrouve seul face à ce qu'il a enfin commencé à reconnaître. La colère, la tristesse, le manque. Tout est toujours là, mais désormais, il ne peut plus prétendre que cela disparaîtra avec le temps. Il sait qu'il doit faire un choix. Continuer à fuir, à éviter, à s'isoler. Ou accepter de traverser cette douleur, de la regarder en face, même si cela implique de replonger dans des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. La séance de boxe avec Manu Léoni a été un déclencheur. Pas une solution, mais un point de départ. Et quelque part, même s'il ne le formule pas encore clairement, Charles sait qu'il ne pourra pas avancer sans affronter ce qu'il ressent réellement. La question d'Ève reste en suspens. Elle représente à la fois un lien et un obstacle. Une présence et une douleur. Et tant que cette ambiguïté persiste, il lui sera difficile de trouver un équilibre. Manu, de son côté, reste en retrait, mais attentif. Il comprend que certaines batailles ne peuvent pas être menées à la place des autres. Mais il sait aussi que sa présence, même discrète, peut faire la différence. Pendant ce temps, Ève poursuit son chemin, de plus en plus éloignée de ce qu'elle était auparavant. Son implication auprès d'Alice Lombard prend une dimension concrète, presque irréversible. Elle ne se contente plus d'observer. Elle agit. Et dans cette action, elle franchit des limites. Peut-être sans s'en rendre pleinement compte. Ou peut-être en choisissant de ne pas y penser. Ce glissement, lent mais constant, laisse entrevoir des conséquences qui pourraient dépasser largement ce qu'elle imagine.
Chez Florent Grasset, le travail touche à sa fin, du moins pour cette affaire. Nathalie est libre. L'innocence est reconnue. Mais il ne considère pas cela comme une victoire totale. Il y voit plutôt un rappel. Un rappel que la justice peut se tromper. Et que son rôle est précisément de veiller à ce que ses erreurs soient corrigées. Face à Paloma, il adopte un ton mesuré, presque réfléchi. Il ne dramatise pas, il ne simplifie pas, il explique. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas de solution parfaite. Seulement des décisions, des conséquences, et des vies qui doivent continuer malgré tout. À mesure que les heures passent, une forme de calme revient, mais ce calme n'a rien de définitif. Il ressemble davantage à une pause, à un moment de suspension avant de nouvelles évolutions. Car si la vérité sur la mort d'Henri a éclaté, si Nathalie a retrouvé la liberté, si Jeanne a avoué, si Charles commence à affronter ses démons. D'autres tensions, plus discrètes, sont déjà en train de se dessiner. Des choix qui n'ont pas encore révélé toutes leurs conséquences. Des décisions prises dans l'ombre. Des douleurs qui n'ont pas encore trouvé d'issue. Et dans cet équilibre instable, chacun avance, avec ce qu'il est devenu. Sans savoir encore que ce qui vient de se terminer n'était peut-être que le début d'autre chose.